Bonjour à tous, bienvenue dans cette partie du cours qui va vous présenter un peu plus en détail les registres de l'unité centrale, du microprocesseur, du microcontrôleur TMS 320 F28335 qu'on utilise donc en IF40. Pour ce cours, je vais m'appuyer comme d'habitude sur le support de cours qui vous a été distribué. Je vais également utiliser le fascicule du DSP et puis Code Composer ponctuellement pour vous montrer quelques exemples. Alors, on va revenir sur le fascicule du cours. Donc, on est dans la partie 3 du chapitre 1. On va détailler en fait chacun des registres du microprocesseur un petit peu, et puis pour certains, on va s'y attarder plus longtemps que pour d'autres, on va pas tous les utiliser en IF40. Par contre, pour les principaux, on va essayer de donner quelques exemples. Donc on va commencer avec le compteur ordinal. Le compteur ordinal, là, vous en avez tous eu un exemple lorsque vous avez fait votre première séance de TP. Donc son abréviation c'est PC pour Program Counter. Le compteur ordinal, qu'est-ce que c'est? C'est un registre interne de 22 bits. Pourquoi 22 bits? Eh bien parce qu'il contient tout simplement, il va pointer sur la prochaine instruction à exécuter. Je vous rappelle que les instructions se trouvent dans la mémoire programme, le programme que vous transférez dans le DSP est mis dans la mémoire programme. Cette mémoire programme, tout comme la mémoire data, a un bus d'adresse de 22 bits. Il est donc normal que le registre qui pointe sur cette adresse ait une taille de 22 bits. Donc il est piloté par une logique interne respectant le déroulement prévu du programme. Donc cette logique interne fonctionne de la manière suivante. Elle incrémente le compteur ordinal du nombre de mots constituant la dernière instruction. Nous l'avons vu dans le TD numéro 1. Lorsque vous transférez, le compilateur traduit du code assembleur en code machine, ce code peut être codé sur un mot, c'est-à-dire 16 bits dans notre DSP, ou deux, voire plusieurs mots. Donc le compteur ordinal, pour passer d'une instruction à l'autre, il doit connaître de combien de mots constituer la première instruction pour savoir à quelle adresse suivante sauter. Alors généralement, on a vu, la plupart des instructions sont codées sur deux mots. C'est pour ça que vous reverrez beaucoup dans la datasheet, dans le fascicule DSP, etc., une incrémentation de PC plus 2 à chaque instruction. Néanmoins, gardez en tête que ce n'est pas toujours le cas. On peut également avoir une modification du programme counter par une instruction de branchement ou d'appel à un sous-programme. On les a vus avec les call, long call, LC, les BF pour branch fast, etc. Donc lorsqu'on va sauter une étiquette en assembleur, c'est ce programme counter que l'on va modifier. Et puis, quelque chose qu'on ne verra pas en IF40 mais qu'il est important de noter, c'est qu'on peut également avoir une modification du programme counter suite au déclenchement d'une interruption où on va interrompre le programme principal pour aller sauter à une zone de la mémoire afin d'exécuter une interruption. C'est donc le programme counter qui va être affecté. Pas grand chose de plus sur ce programme counter puisque en fait il fonctionne de manière transparente pour vous. Il va juste s'assurer du bon fonctionnement de la récupération des instructions les unes après les autres. On va passer ensuite à l'élément principal du microprocesseur, celui qu'on va le plus utiliser en IF40, c'est bien sûr l'accumulateur. On a déjà commencé à longuement l'utiliser en cours, en TD et en TP. Donc petit rappel, l'accumulateur ACC, son acronyme, c'est un registre de 32 bits et il est découpé en deux parties. AH qui sont les 16 bits de poids fort et AL qui sont les 16 bits de poids faible. Vous trouverez également dans certaines datasheets des instructions AH.MSB et AH.LSB, idem pour AL, qui sont les pendants poids fort, poids faible de AH et de AL respectivement. Donc l'accumulateur de DSP, je viens de le dire, c'est un registre de 32 bits. Et les opérations et les chargements modifient les 32 bits dans l'accumulateur avec ou sans extension du bit de signe, suivant le mode de configuration dans lequel est le microprocesseur, c'est-à-dire signé ou non signé. Alors qu'est-ce qui permet? On va beaucoup l'utiliser avec des instructions du type move pour pouvoir charger et stocker des valeurs. C'est lui également qui reçoit les résultats des opérations arithmétiques que fait l'ALU et logique
sur 32 bits en mode signé ou non signé. Donc tout ce qui est add, sub, end, or, XOR, etc. etc. Il réalise également des décalages. Les instructions LSL pour décaler à gauche, LSR pour décaler à droite, et on peut également faire des rotations avec ROR pour roll on left ou ROR pour run on right. Il affecte les registres d'état en fonction des résultats des opérations, notamment les bits C pour carry lorsqu'on va avoir un dépassement, N pour négative lorsqu'on va avoir un résultat inférieur à 0, et Z pour 0 lorsqu'on va avoir l'accumulateur qui est nul. Le dépassement de la capacité de l'accumulateur, donc c'est ce qu'on appelle un overflow, il agit sur le bit OV du registre d'état ST0. Le bit C pour carry du registre d'état ST1, il représente le report du 32e bit de l'ACC. Exemple, si vous avez un nombre de 32 bits en décimal, en hexa, FFFF, et vous faites l'addition avec 1, le résultat sera sur 33 bits. L'accumulateur n'étant capable de gérer que 32 bits, il va mettre ces 32 bits donc à 0 dans le cas de notre addition là, et la carry à 1, le bit C à 1. Donc la carry, elle est affectée par de nombreuses opérations d'addition, soustraction, décalage et rotation. Les conditions sur l'accumulateur testées lors des opérations de branchement et d'appel à sous-programme conditionnel, elles sont directement câblées. Petit exemple, si on a une instruction de branchement, B pour branch, cette instruction-là, premier opérande, on met une étiquette, boucle, deuxième opérande, on met une condition. La condition ici, c'est EQ pour equal. Cette condition va aller regarder si l'accumulateur est égal à 0 et le B pour branch va sauter à l'opérande 1 qui est une étiquette, donc je vais aller à boucle si l'accumulateur est égal à 0. Sinon, je continue mon programme. Donc, que fait ce petit programme? Le programme ira à l'étiquette boucle si l'accumulateur est égal à 0. Sinon, il exécute l'instruction suivante qui est move ACC étoile XR2. Donc, ces conditions-là, on peut utiliser des conditions multiples, mais certaines conditions sont bien sûr incompatibles entre elles. Vous ne pouvez pas mettre B, boucle, virgule, EQ, virgule, NEQ. Parce que ça voudrait dire qu'on va à boucle si l'accumulateur est égal à 0 et si l'accumulateur est différent de 0. Ce qui ne peut pas être le cas. Alors, ce qui est bon à retenir, c'est que le flag N passe à 1 lorsque l'état de la mnémonique est inférieur à 0. Et le flag Z passe à 1 lorsque l'état de la mnémonique est égal à 0. Et à partir de ces deux flags, eh bien, on est capable de faire toute une série de comparaisons. Et en assembleur, on vous a abrégé ça avec une certaine syntaxe. Donc vous retrouverez ce tableau également dans votre fichier Excel de la liste d'instructions sur un feuillet spécial et dans le fascicule du DSP. Ce tableau-là, à quoi ça représente? Eh bien, tout ce qui est dans la colonne syntaxe, c'est de l'assembleur. Vous pouvez l'utiliser en opérande. Par exemple, nous avons utilisé EQ tout de suite, qui est equal to. Donc, on parle toujours de l'accumulateur. Et pour vérifier ceci, comment est-ce que ça marche? Eh bien, le microprocesseur regarde juste la valeur de Z s'il est égal à 1. Ici, vous avez toutes les valeurs de N, Z, TC et C qui varient en fonction de la description et de la syntaxe que vous utilisez. Petit exemple, si je veux vérifier si l'accumulateur est strictement inférieur à 0, eh bien j'utiliserai l'opérande LT. Voilà pour l'accumulateur et ses différents flags. Ensuite, en plus de ça, nous avons des registres à décalage en entrée et en sortie de l'ALU, en entrée de l'ALU et en sortie de l'accumulateur. On peut les voir ici et ici. Attention, ce schéma vaut pour les microcontrôleurs TMS320, F28, 33 et petit x. Nous, le petit x ici, c'est un 5. Et dans le 335, ici, ces registres à décalage sont uniquement à gauche. Donc ici, left, L. Le R pour right, il est pas pour notre microcontrôleur à nous. Donc ils permettent le décalage à gauche des données avant chargement dans l'accumulateur ou avant une opération. C'est ce qu'on appelle l'input shifter. Il permet aussi le décalage des données avant le stockage. C'est ce qu'on appelle l'output shifter. On fera un petit point
un petit peu plus tard dans la vidéo sur le multiplicateur là. Il a également, on le voit, un registre à décalage en sortie et lui ça va être configuré par les bits qu'on appelle PM. Les décalages ils sont effectués par ces registres, ils sont spécifiés sous forme d'options dans les instructions agissant sur l'accumulateur. Donc c'est une opérande en plus que l'on doit mettre qui est optionnelle. Les décalages n'occasionnent pas de cycle supplémentaire, ce sont des circuits électroniques à part entière et dans le même cycle, dans la même instruction, vous allez pouvoir réaliser l'opération et décaler. Alors, plusieurs petits exemples, je vais en traiter un seul. Allez, lequel on va faire? On va faire le premier, move ACC étoile. Une petite coquille dans mon énoncé, ici il y a bien sûr un X à R2, décalé à gauche de 4. Pour faire cet exemple, je vous propose que on le fasse sur Code Composer. Je vais écrire l'exemple. Donc l'exemple que je vais écrire ici, je vais faire exactement cette instruction-là, c'est-à-dire move ACC, étoile XR2, décalé à gauche de 4. Et je vais faire juste un programme qui fait ça. On compile. Et on lance une session de debug. Alors je vais me placer dans les mêmes configurations que l'exemple. Donc l'exemple me dit que l'ARP est égal à 2, mais ça c'est pas utile ici parce que nous on utilise directement le XR2. On n'utilise pas que l'étoile. On a mis étoile XR2. Donc ici ARP n'a aucune utilité. D'ailleurs, après cette instruction, il ne changera pas. Ici, il vaudra toujours 2. Donc on va s'intéresser à AR2, et AR2 c'est 300 en hexa. Alors, on va aller dans AR2, et on va le mettre égal à 0x300. On va aller à l'adresse 300. Donc, je mets la mémoire. Nous sommes bien sûr dans la mémoire data et je veux aller voir l'adresse 0x300. Donc à 0x300, pour le moment, il y a ceci. Je vous propose de le forcer avec l'exemple. Il y avait 46. L'exemple me donne 46 en hexa. Donc on va mettre 46, 0x 0046. Il n'a pas voulu le prendre. Voilà, je ne sais pas quelle coquille j'avais fait. Et puis, on va forcer l'accumulateur à cette valeur-là, c'est-à-dire, en décimal, on va se mettre en hexa. 0x 0000 0. Ah. Donc 0x 00000 0e00. Voilà. Donc je suis exactement dans les mêmes conditions que l'exercice qui est là. Donc que fait cette instruction move ACC étoile XR2 décalé à gauche de 4? Ça va faire un move, hein, donc je vais mettre donc cette partie-là là-dedans. Donc je vais déplacer le contenu pointé par XR2. XR2 vaut 300, donc adressage indirect, je vais à l'adresse 300. Je prends la case, c'est-à-dire 0x46, et je le mets dans l'accumulateur. Mais attention, j'ai mis une petite opérande optionnelle en plus qui est décalée à gauche de 4. Donc je vais décaler à gauche 46 de 4 avant de le mettre. J'exécute l'instruction et lorsque je décale à gauche de 4 bits, ici c'est toujours des bits binaires, hein, on est d'accord? Le nom c'est des bits binaires. Donc lorsque je décale de 4 bits à gauche, je décale de 1 digit en hexa et c'est normal que j'ai un 0 qui apparaisse ici. Donc j'ai bien effectué l'opération de mettre le contenu de la case qui est à l'adresse 300, pointé par XR2, dans l'accumulateur décalé à gauche de 4. Voilà. Je vous en ai mis quelques autres. Je vous propose que vous les travaillez à la maison. Et puis s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à me les poser et je pourrai les corriger. Alors maintenant, on va passer au registre auxiliaire. Je vais juste couper la session de debug. Hop. Voilà. Donc l'unité arithmétique des registres auxiliaires, c'est ce qu'on appelle l'ARAU. Elle comprend 8 registres auxiliaires de 32 bits qui sont nommés XR0 jusqu'à XR7.
Donc ils permettent de gérer les adresses des données manipulées en adressage indirect, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Et en plus, il y a un champ de 3 bits qu'on appelle l'ARP, qui se situe dans ST0. Il contient le numéro du registre auxiliaire utilisé comme pointeur d'adresse lors des adressages indirects. En gros, si vous faites une instruction et au lieu de mettre étoile XAR2, vous mettez juste l'étoile, eh bien le microprocesseur va aller voir que vaut la valeur de l'ARP et ensuite va remplacer l'étoile par la valeur de l'ARP. Si l'ARP vaut 2 par exemple, il va remplacer l'étoile par étoile XAR2. Okay. Bon, je vous le stipule ici, vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez. Néanmoins, en IF40, je ne vais quasiment jamais l'utiliser. Moi, j'écris directement le nom du registre. Je trouve que c'est plus explicite. Les registres auxiliaires sont manipulés par les instructions move. L'ARP est modifié par l'instruction NOP ou à l'aide de l'option de changement de registre auxiliaire courant. On fera un exemple. AR1, il permet, en plus de tout ce que fait les autres, de gérer la pile utilisateur. On ne verra pas ça en IF40. Et AR0, il permet de gérer un index. Ça, on le verra en IF40. On peut faire des comparaisons spécifiques avec AR0. Et plus globalement, XAR0 jusqu'à XAR7 peuvent être utilisés pour la manipulation de données, transfert, compteur, etc. Donc nous, on a vu 2 utilisations en IF40, soit des pointeurs, soit des compteurs. La RAU, il réalise des opérations d'incrémentation et de décrémentation des registres auxiliaires. On l'a vu en TP avec les plus, également les moins. Des additions et des soustractions avec une valeur constante. Par exemple, vous aurez les instructions add, b, adrk, sbrk et des comparaisons avec la fameuse instruction cmpr qu'on va voir par la suite. Un petit exemple pour que ça soit un petit peu plus clair. Adrk dièse 80, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va ajouter 80 à l'étoile. Donc, ça va faire étoile égale étoile plus 80. Que vaut l'étoile? L'étoile, c'est l'ARP. L'ARP, il vaut 5. On parle donc de XAR5. Si dans XAR5, avant l'instruction, j'avais 4321, eh bien là, j'aurai 4321 plus 80. On peut s'amuser à faire le calcul. 4321 plus 80, ça me donne 431A. Donc après cette instruction, j'aurai 431A1 dans AR5. Donc cette instruction, moi je l'utilise très peu, mais sachez qu'elle existe. Si vous voulez incrémenter un AR d'une certaine valeur précise, il faut le déclarer en étoile, le déclarer comme ARP, et ensuite vous pouvez utiliser ADRK. Bon, il y a d'autres manières, on va le voir. Petit exercice, du coup, que réalise le programme ci-dessous? Eh bien, on va le faire ensemble sur Code Composer et on va voir ce que ça donne. Donc, un petit programme de 4 lignes. Le premier, c'est un move BXR 1,3. Le deuxième, c'est un move LXR 0,10 Toto. Je vais avoir besoin de déclarer Toto ici. Comme ceci. Et ensuite, on a un add. Alors, on va tester ça. On lance une session de debug. Et on y va. Donc, première chose, move B XR 1,3, on l'a vu en TP, ça va mettre 3 dans XR1. XR1 a bien pris la valeur de 3. Ensuite, move L XR 0 dièse Toto, je vais mettre l'adresse de Toto dans XR 0. On peut regarder ici. Toto est à l'adresse 2. Donc ça va mettre 2 dans XR0. J'ai bien l'adresse 2 dans XR0. Ensuite, on fait une addition entre l'accumulateur et étoile XR0 ++. Donc, que vaut XR0? XR0 vaut l'adresse de Toto. Je vais prendre ce qu'il y a dans Toto, donc c'est-à-dire F. Je vais l'ajouter à l'accumulateur. Et ensuite, et seulement ensuite, parce que les ++ sont après, je vais incrémenter XR0 de 1, donc il va devenir 3. J'y vais. Donc j'ai bien mis F dans l'accumulateur. Et j'incrémente XR0 de 1, c'est-à-dire ça devient 3. Maintenant, je vais faire bands boucle virgule AR1 moins. Donc je vais aller à boucle si AR1 est différent de 0. AR1 vaut 3 ici,
il est différent de 0, je vais à boucle et je le décrémente avant d'y aller. Je vois que AR1 devient 2 et je suis remonté ici. Je fais une nouvelle addition avec F. J'ai déjà F dans l'accumulateur. F plus F, ça fait 968B. Et je continue. Excusez-moi, pardon. Pardon, je me suis emmêlé les pinceaux. Ici, dans ce add, je fais l'addition entre l'accumulateur et étoile XR0. Mais étoile XR0, maintenant, il vaut 4. Donc je vais à l'adresse... il vaut 3, pardon. C'est parce que j'ai effectué. Je vais à l'adresse 3, je prends 967 et j'additionne avec l'accumulateur, avec F. Donc 967C plus F, ça me fait 968B. Et XR0, je fais plus, donc il devient 4. Donc que fait ce programme? En fait, ce programme, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez, il fait une addition de 4 nombres qui sont Toto, Toto plus 1, Toto plus 2, Toto plus 3 dans l'accumulateur. Voilà. Alors, c'est tout pour les registres auxiliaires. Donc, on va faire plus d'exemples en TD et en TP. Maintenant, on va passer à une autre partie qu'on n'a pas encore du tout vue en TD et en TP, qui est le multiplicateur et ses fameux registres. Donc, l'unité multiplieur, c'est une unité un petit peu à part entière, vous voyez, puisqu'il est capable de fonctionner en dehors de l'ALU. Enfin, c'est une structure propre qui est en dehors de l'ALU. Donc, comment est-ce que ça marche? Eh bien, voici un petit schéma synoptique du multiplieur. On va multiplier un nombre qui se trouve dans... Enfin, on va multiplier deux nombres. Le premier se trouve dans un registre qu'on appelle T, et le deuxième, on peut l'amener de la mémoire via l'instruction. Ce multiplieur, il a un résultat, et le résultat, on peut l'envoyer soit dans P, soit dans la CC. P, vous pouvez voir ça comme un deuxième accumulateur, spécifiquement pour le multiplieur. P, c'est l'abréviation de product, donc le résultat de la multiplication. Donc l'unité de multiplication, elle réalise la multiplication de deux nombres de 16 bits ou 32 bits. On va faire que des exemples de 16 bits, mais bon, ça fonctionne pareil sur 32 bits. Et elle place le résultat dans P sur 32 bits. Elle permet le décalage du résultat avant son transfert. Ici, on a en sortie, pardon, on a un décalage. Elle utilise trois registres, donc qu'on va voir. Et le schéma présenté ci-dessous vaut pour une opération de 16 x 16 bits. J'ai mis des bus de 16 bits ici. Donc T, qu'est-ce que c'est? T, c'est l'abréviation de Temporary Register. On l'initialise avec une des deux valeurs à multiplier, tout comme on faisait pour l'accumulateur. Pour faire une addition, on mettait un nombre dans l'accumulateur et ensuite on faisait add B, par exemple. Là, c'est pareil, on va mettre un nombre dans T et on va faire multiplier par B, si on veut multiplier par B, qui vient de la mémoire, data. P, c'est le product register, il reçoit le résultat de la multiplication câblée, c'est l'équivalent de l'ACC. Donc entre nos deux nombres de 16 bits, dont un des deux nombres est stocké dans T, signé ou non signé, pareil on peut choisir avec SXM, suivant les instructions utilisées. Et enfin, le product shifter, c'est le troisième, c'est PM, c'est le décalage de P avant son transfert, et on définit ce décalage avec les bits PM. Du coup, PM c'est 3 bits et on peut choisir plusieurs opérations. Si on met 0, on va le décaler à gauche de 1. Si on met 1 dedans, on ne fait rien du tout. Si on met 2, on décale à droite de 1. 3 décale à droite de 2, etc. etc. Du coup, je vous propose un petit exercice pour faire ça, qui est multiplier une variable qu'on appellera var de 16 bits par 12, et on stocke ce résultat dans une variable res de 32 bits. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser faire cet exercice, et pour vous faire réfléchir un petit peu, je vais vous donner quelques pistes quand même. Pour ce faire, on va prendre le fascicule de la liste d'instructions. Je vais juste le lancer. Ok.
Donc je vous donne les quelques instructions, vous mettrez en pause cette vidéo, vous essayerez de faire l'exercice. Donc pour pouvoir faire une multiplication, comme je vous l'ai dit, il faut, je vais revenir sur mon document, il faut remplir T, et ensuite on fait multiplier par une case qui vient de la mémoire data. Ici, si on regarde bien l'énoncé, on me dit multiplier une variable var. Donc var, ça va être une variable que je vais déclarer en BSS, donc elle est dans l'espace mémoire data, par 12. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 12 dans T, et après je vais faire fois var. Donc je vais déjà chercher une instruction qui va charger T. D'accord? Et lorsqu'on déplace quelque chose dans T, on le sait tous, c'est un move. D'accord? Donc parmi tous les moves que vous trouvez ici, vous pouvez voir qu'il y a un move qui est move T ici. Alors, celui-là ne nous arrange pas énormément. Pourquoi? Parce que ce move-là, il concerne, enfin la deuxième opérande, c'est log16. Et log16, on sait que c'est une adresse. Et nous, on voudrait directement charger avec un nombre, 12. D'accord? Donc, on voudrait plutôt un dièse 16 bits. Malheureusement, si vous regardez, il ne me semble pas, sauf erreur de ma part, peut-être dans les move B, non. Il ne me semble pas qu'il y ait move quelque chose, move B, move L, etc. T, virgule, dièse, 16 bits. Donc c'est pas grave. Ce que je vous conseille de faire, c'est de créer une deuxième variable que vous appelez par exemple multiplieur, quelque chose comme ça. Vous mettez 12 dedans, ça on a vu comment on fait en TD. Et ensuite, vous faites move t, virgule, arrobase, multiplieur. N'oubliez pas de charger la page avant avec dp, puisqu'on va faire de l'adressage direct. Donc, on charge 12 dans t. Ensuite, on va faire l'action de multiplier. Donc, l'action de multiplier, c'est mpy, d'accord? Donc, vous regarderez, hein, mpy, on va faire une addition de 16 bits. Vous multipliez... pardon, c'est celle-là. On va faire une multiplication de 16 bits. Le résultat va dans P. Donc P, c'est la première opérande, c'est celle qui reçoit le résultat. Ensuite, la première opérande qu'on multiplie, c'est T. Et la deuxième opérande, là, vous pourrez mettre votre arrobase var pour variable. N'oubliez pas de charger la page avant. Le résultat se retrouvera dans P. Et avec un move, vous chercherez, vous pouvez transférer le contenu de P vers une variable res. Et vous regarderez les move L pour pouvoir transférer directement 32 bits, puisque P fait 32 bits. Ok? Alors mettez la vidéo en pause et essayez de faire ça. Et puis, je vais peut-être pas vous donner en vidéo la solution, je vous la donnerai plutôt par écrit sur Teams. Alors ensuite, on va parler des registres d'état. Les registres d'état, comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple. Si je vais dans mon fascicule du DSP, j'ai un zoom sur les registres d'état que je vous ai remis ici, hein, qui sont les pages 18 et les pages 18, 19, 20 du fascicule DSP. Mais je les ai remis dans votre cours ici. Donc il y a deux cases, deux registres de 16 bits, et ces registres, en fait, chaque bit va définir une fonctionnalité précise. Et vous avez le découpage ici pour ST0. Et ici pour ST1. Donc on va déjà commencer par ST0. Alors, ST0, il a plusieurs champs. Le premier champ, on l'a vu en TD et en TP, c'est SXM. SXM, c'est la variation de Sign Extension Mode Bit. Il va définir le mode d'extension du bit de signe. Si on place SXM à 0, donc avec un clear C, on va travailler avec des nombres non signés, donc pas d'extension du bit de signe. Au contraire, si on met avec un 7C SXM à 1, on va travailler avec des nombres signés. Le deuxième, c'est OVM pour Overflow Mode Bit. Ce bit-là, on ne l'utilise pas en IF40, mais ça peut être utile par moment. C'est qu'est-ce qui se passe si on réalise un débordement? Qu'est-ce qui se passe dans l'accumulateur et le comportement du DSP? Si on le met à 0, l'accumulateur conserve sa valeur après le débordement. Et si on le met à 1, l'accumulateur est mis à la valeur la plus positive possible. Alors,
un petit exemple, ou négative hein, si vous avez fait un FFFF-1. Un petit exemple, justement, si on fait FFFF plus 1 avec OVM à 0, enfin FFFF, donc 32 bits à 1, plus 1, si on le met à 0 OVM, bah, le contenu de l'accumulateur après sera égal à 0. Et si on le met à 1, il sera égal à FFFF, c'est-à-dire qu'il ne va pas changer. Si on est en nombre non signé, bien sûr, ce nombre signé, on va avoir... en non signé, oui. Si on nombre signé, il ne faut pas mettre le 1 à 1 parce que sinon c'est pas un nombre positif, donc on aura cette combinaison 7FFF, FFFF. Voilà. Bon, on va pas beaucoup l'utiliser. Alors par contre, un qu'on va beaucoup utiliser, c'est TC. TC, c'est le test control flag. Alors ça, c'est pas nous qui le mettons à 1 ou à 0. Il se met à 1 ou à 0 tout seul en fonction de diverses comparaisons, et puis nous on l'utilise. Donc ce bit, il est modifié dans les cas suivants. Si un bit testé par les instructions tbit, on l'utilisera ponctuellement, tbit. Il peut être forcé à 1 par 7C ou clearC, mais ça, on n'aura aucune utilité de le faire en IF40. Grosse utilité en IF40, c'est le résultat de l'opération de CMPR, qu'on verra par la suite. Ou, eh bien, parmi toutes ces conditions-là, lorsque vous faites ces instructions-là, le flag TC, il est automatiquement mis à jour après cette opération. Bon, je vous propose qu'on garde de côté un petit peu ça pour l'instant, puis quand on fera un exemple de CMPR, par exemple, je reviendrai dessus. C pour carry, donc carry bit, le report. Ce bit il est modifié dans les cas suivants. Après une addition, donc comme je vous ai dit, FFFF plus 1, en fonction du rapport, ou une soustraction, hein, 0 moins 1. Après un décalage ou une rotation également. Les décalages et les rotations vont affecter la carry. Et puis, on peut la forcer avec les instructions 7C, clearC, même si on n'aura pas l'utilité en IF40. Le bit 0, il passe à 1 directement si le résultat de certaines opérations est à 0, donc tous les résultats qui affectent la CC, AH ou AL, et certains registres ou mémoires. Il faut voir dans le tableau d'instruction. Quand vous cliquez sur l'instruction, n'importe laquelle ici, vous avez... J'ai dû prendre la seule qui ne correspond pas à ça. Oui, parce que c'est un move. Vous avez N affected. On va aller dans le add par exemple. On va se faire celui-là. Voilà. Ok. Ici, vous avez un tableau et on vous dit si N est affecté ou pas. Et comment. Pareil pour Z, pareil pour C, etc. Donc, pour chaque instruction, vous avez, si besoin, l'indication si N, Z et C vont varier en fonction de cette instruction. Donc Z c'est pour 0, N c'est pour négative. Il passe à 1 si le résultat de certaines opérations est négatif. Donc pareil, hein, ça agit sur l'accumulateur AH, AL. Voilà. V c'est overflow. Donc il est mis à 1 en cas de débordement. Un débordement c'est un dépassement de la capacité de l'accumulateur. Et il est remis à 0 dans les cas suivants. Lorsqu'il est à 1, il reste à 1. C'est pas comme la carry. La carry elle peut bouger. Lui il reste à 1 jusqu'à après un reset, ou après un branchement conditionnel à partir d'instructions OV ou NOV, pas avec des B, avec les instructions suivantes, ou il est remis à 0 lorsque vous faites un CMP, CMPB, CMPL. Ou si vous utilisez les instructions CMP, CMPB, CMPL, ça n'affecte pas la valeur de V, même si vous créez un débordement. Ensuite, vous avez le product shifter. Je ne vais pas revenir dessus parce que je viens de vous faire un exemple plus haut. Donc PM, en fait, c'est 3 bits. Pourquoi j'ai mis 2 ici? C'est 3 bits qui sont dans ST0. Et puis ensuite, vous avez OVC/OVCU. C'est pour Overflow Counter. C'est plusieurs bits qui contiennent le résultat du débordement d'une opération pour avoir plus de détails. Mais on ne l'utilisera pas en IF40. Donc ça, c'était pour le registre ST0. Maintenant, pour ST1, vous avez 3 bits qui sont l'ARP. Donc pourquoi? Parce que les registres auxiliaires vont de 0 jusqu'à 7. Donc on code ici en binaire le numéro du registre qui est vu comme l'étoile. Ensuite, vous avez XF. Ça reflète la valeur de la sortie XFS. Alors ça, j'en parle pas du tout puisque ce n'est pas présent dans notre microcontrôleur. C'est une sortie un peu spécifique. Vous avez MOM M0, M1 map qui permet de swapper les zones mémoire des blocs M0 et M1 en mode C27. Nous, on n'utilise pas le mode C27. En fait, c'est l'ancien mode c'est l'ancien langage assembleur de Texas Instruments.
Nous, on utilise le langage assembleur qui s'appelle C28. D'ailleurs, vous avez vu, notre microcontrôleur, c'est une gamme C28. Donc en fait, on n'utilise pas ceci, on met juste ce bit tout le temps à 1. Il est tout le temps à 1. Je le définis à 1 en TP dans le template que je vous ai donné. Du coup, ces deux prochains bits object mode et A mode, on les met toujours à 1 pour les utiliser ici avec le microcontrôleur de type C28. Idle stat, c'est le bit d'idle. On l'utilisera pas, on va pas endormir le microprocesseur en IF40, donc on l'utilisera pas. Mais en gros, il vous dit si le microprocesseur ne fait rien ou pas. IELO, c'est pour pouvoir émuler le microprocesseur et émuler certaines fonctions. Pareil, on ne verra pas en IF40. Loop, c'est Loop Instruction Bit. Ça passe à 1 lorsque l'instruction Loop NZ ou Loop Z est décodée par le microprocesseur. Donc il repasse à 0 lorsque la boucle est terminée. Nous, on va plutôt utiliser les B, BF, LC pour long call que les loops comme ceci. Donc j'en ai pas l'utilité en IF40. SPA, c'est Stack Pointer Alignment Bit. Ça indique si le microprocesseur a aligné le pointeur de pile sur une adresse paire ou impaire. Ça, je vous rappelle, la pile, qu'est-ce que c'est? C'est automatique, ça va stocker toutes les informations des registres du microprocesseur dans le cas d'une interruption, par exemple. Si vous avez des registres sur 32 bits, en fait, il faut les commencer à les stocker sur des nombres pairs de bits, d'adresses. Sinon, vous allez vous décaler. Et donc, grâce à ce bit-là, on peut vérifier ça. VMAP, c'est Vector Map Bit. Ça indique dans quelle zone sont mappés les vecteurs d'interruption. On voit pas ça en IF40. Et puis, le reste, page 0, DBGM. Ça, c'est pour... Pareil, on verra pas en IF40. On peut... DBGM, vous n'en aurez pas l'utilité, mais en fait, on peut inhiber le débugger. Donc, par exemple, quand on se connecte, quand on lance une session de debug, si on met ce bit-là à 1 avant, on ne pourra plus lancer de session de debug, tout simplement. Et puis Intem, IFR, IER et DBG-IER, ce sont des registres pour les masques et les interruptions. Donc ça va permettre d'activer ou de désactiver certaines interruptions spécifiques. Vous verrez ça si vous continuez MC43, mais pas en IF40. Voilà, j'ai fait globalement le tour de tous les registres du microprocesseur. Donc un petit rappel ici. Hop, vous avez une petite liste, page 15 de votre fascicule du DSP, et bien de tous les registres que je viens de vous présenter, avec leur taille, une petite description sommaire, hein, même vaut mieux se référer à mon cours que cette vidéo-là. Et puis vous avez quelque chose dont je n'ai pas parlé, lorsque vous resettez le DSP, bien sûr ces registres sont à une certaine valeur, et en fait vous avez ici une indication de quelle valeur ils sont après un reset. Voilà pour cette vidéo sur les registres du microprocesseur, du microcontrôleur, donc DSP qu'on utilise en IF40. Je vous remercie de votre attention.